Bonsoir à vous toutes, mais est-ce qu'il y a moyen d'éliminer la lumière sur moi et voilà, de me permettre de voir la salle? Parce que parler devant le noir, ça n'a pas de sens. En revanche, maintenant, je vois des couleurs différentes. C'est magnifique. Je vois des yeux, je vois des cheveux. Certains n'en ont pas. Donc, c'est plus humain. C'est plus humain. En tout cas, un grand merci. On a amis du collectif de Québec sans pauvreté, dont j'admire profondément, sincèrement, la vocation, la prophétie, tu vois. Le prophète n'est pas seulement celui qui annonce ce qui va venir. Ça, c'est un mauvais prophète. Le prophète, c'est lui qui s'engage à construire un devenir qui reste encore à faire. Et déclarer le Québec sans pauvreté, c'est un travail de décennies. Et donc, c'est remarquable cette capacité prophétique de nos amis du collectif de Québec sans pauvreté. Je suis fier ce soir d'être avec vous, d'être aussi avec l'équipe d'être après Laure, que je vous sais de voir. Voilà, Laure, bien. J'étais très content de t'entendre et je suis content d'être de nouveau. On est un peu complices. Hein. On est un peu complices. Et ça, c'est typique des Italiens. On est un peu mafieux. Et donc, on aime les amis, quoi. On aime, mais pas, ce n'est pas la vraie mafia. Hein. C'est pas la vraie mafia. Et alors, ce soir, j'ai essayé d'expliquer un tout petit peu pourquoi beaucoup de personnes, une trentaine d'associations aussi en Italie, nous avons essayé de nous engager pour déclarer illégale la pauvreté. Attendez, mais c'est déjà encourageant. Et ça fait depuis plusieurs années même, je me souviens, mais j'arrête là la personnalisation, qu'en 2004, dans le bouquin Droit de rêver, j'avais proposé effectivement qu'on s'engage pour déclarer illégale la pauvreté, la mise hors la loi de tous les facteurs qui sont générateurs et alimentent les processus d'appauvrissement. Et je voudrais profiter immédiatement pour, puisque le temps qui m'a été donné était aussi sage comme aux autres, mais il est limité, et surtout pour un Italien, c'est un peu une camisole de force, devoir parler seulement 18 minutes. C'est pas un beau cadeau, c'est pas un beau cadeau. Et immédiatement, je voudrais vous dire que ce soir aussi, je serais heureux et fier en tant qu'intellectuel si jamais dans notre langage on commençait plutôt de parler de pauvreté, de parler d'appauvrissement. Et si dans notre langage on parlait davantage de appauvris plutôt que de pauvres. Au fond, c'est ça le propos de mon propos ce soir, d'essayer d'argumenter sur cette proposition de glissement du vocabulaire et de plus en plus alors de lutter contre les processus d'appauvrissement qui créent les appauvris. Et la première réflexion que je voudrais soumettre à votre attention, c'est qu'il y a des fabriques alors de l'appauvrissement. Il y a des fabriques d'appauvris. Et il y a la première, c'est la plus fondamentale, qui est un peu dans nos imaginaires. C'est ce qu'on appelle, nous avons appelé notre groupe qui lance la campagne, nous avons appelé ça la fabrique de la naturalité et de l'individualisation de la pauvreté, qui ne permet pas alors de voir l'appauvrissement. On affirme finalement que la pauvreté est un phénomène de nature. Ça fait partie de la nature. Ça fait partie des phénomènes sociaux, intrinsèques à la nature humaine, à la société. C'est comme la pluie. On est pauvre, on prétend. Comme on est riche.
Or, je ne sais pas si vous partagez cette affirmation. Moi, j'aimerais bien vous proposer de considérer que ce n'est pas vrai qu'on est pauvre. On le devient. C'est nos sociétés qui construisent les appauvris. Il n'y a pas la pluie pauvre. Il n'y a pas une plante pauvre. Il n'y a pas un être humain pauvre. Il le devient. Et il est vrai que, par exemple, un enfant qui naît dans un taudis de Mumbai, dans une famille où l'homme n'a jamais vu un travail, la femme est malade, apparemment est pauvre. Et il est vrai qu'au contraire, un fils d'un milliardaire, d'une personne peut-être là où Laura a travaillé comme fille au père, et qui naît dans une grande villa, avec un impératif riche, une mère florissante, c'est peut-être cette fille est née riche, on pense. Ce n'est pas vrai. En réalité, le garçon de Mumbai, comme la petite fille d'un Américain, d'une famille riche américaine, sont des êtres humains égaux. Et quand ils naissent riches du don de la vie. Une vie qui leur est donnée, l'oxygène, l'eau, le temps, l'espace. Ils les ont tous les deux. Ils sont égaux. Ils sont riches d'air. Ils sont riches d'amour des parents. Ils sont riches de sourires, des gens amis qui sont contents que finalement ce garçon ou cette fille est née. Ils reçoivent déjà la vie. Et la vie est une richesse formidable. C'est après la société qui commence à dire au garçon qui est à Mumbai, tu as la vie, mais je te la prends ou je t'exclus, tu ne pourras pas l'avoir. C'est la société qui crée l'appauvrissement et qui rend appauvri. Et c'est la société qui crée l'enrichissement et qui crée les enrichis. Alors, dans cette fabrique de l'imaginaire, il y a immédiatement l'idée que si elle est un fait naturel, ben, la pauvreté est inévitable. On ne veut pas lutter contre la pauvreté. Est-ce que vous luttez contre la pluie? Est-ce que vous luttez contre le soleil? L'inévitabilité de la pauvreté est liée à la thèse, à l'imaginaire de la naturalité de la pauvreté. Il y a eu toujours des pauvres, il y a des pauvres, il y aura toujours des pauvres. Ça, c'est la fabrique imaginaire, conceptuelle, principale, la première, de l'appauvrissement et du fait qu'il y ait des appauvris. Dans cette triologie que je vais maintenant, dont je vais parler du troisième terme, de naturalité, inévitabilité, il y a l'individualisation de la pauvreté. On dit que la pauvreté n'est pas un phénomène collectif. Il y a toi qui es pauvre. Il y a l'autre qui est pauvre. Il y a la ville qui est pauvre. Il y a le quartier qui est pauvre. Il y a les paysans qui sont pauvres. Il y a les femmes, il y a les vieux, il y a les handicapés. On les individualise. Et comme ça, les gens ont l'impression que finalement, si moi je ne suis pas pauvre, je ne fais pas partie de la catégorie des personnes qui, par nature, doivent être pauvres. Les vieux doivent être pauvres, les femmes doivent être plus pauvres, les enfants qui naissent, etc., etc. Les malades, les handicapés, les peu intelligents, les peu compétitifs, les faibles. Or, c'est faux. L'appauvrissement est un phénomène collectif. Il n'est pas individualisable, il n'est pas individualisé. Et la thèse des dominants qui individualisent est catastrophique après dans la conception de la société qu'on va imposer. Au fait, on va dire, mais si le fait que tu es pauvre est individualisable, on peut créer ton histoire de comment tu es pauvre. Ta famille, on fait l'histoire de ta famille. Et donc on arrive à dire, mais finalement,
Toi, tu es pauvre parce que tu n'as pas fait ce qu'il était nécessaire pour ne pas l'être. Tu n'as pas été très combatif. Tu n'as pas voulu étudier quand tu étais jeune. Tu préfères d'être assisté au lieu d'avoir un travail. Et même quand on t'offre un travail, tu préfères recevoir l'argent parce que tu n'es pas heureux. Et à travers l'individualisation de la pauvreté, on arrive à criminaliser la pauvreté. Et c'est finalement, on dit, tu es pauvre parce que tu l'as voulu. Et puisque tu l'as voulu, tu es coupable. Donc pourquoi dois-je t'aider? Pourquoi dois-je changer la société si c'est toi qui es responsable? En revanche, le riche, c'est celui qui a fait tout que la société, les opportunités que la société lui offrait pour saisir les opportunités. Il a bossé, il a trimé, il a étudié, il a essayé d'être le meilleur, a gagné, il a un esprit de vainqueur. Et s'il est devenu riche, c'est parce que justement, il a tout fait pour le devenir, et donc il mérite. Il mérite notre respect, il mérite notre appréciation. Les pauvres ne méritent pas le respect, parce qu'il est coupable. Le riche, il est méritant. Ça, c'est le point de départ du processus de l'appauvrissement et de la fabrique de l'appauvrissement. C'est pour cela qu'il y a les appauvris. Et si nous voulons véritablement combattre contre la pauvreté, nous devons éliminer ces idées. Nous devons évacuer ces conceptions de notre tête. Sinon, on n'arrivera jamais. Et ce n'est pas par hasard que les dominants n'arriveront jamais, par leur politique, à réduire ou à éliminer la pauvreté. Parce que ce n'est pas dans leur conception, dans leur imaginaire. Ce qu'ils peuvent faire tout à plus, avoir de la compassion, faire du charity business. Quand ils sont riches, créer des fondations pour financer des œuvres de compassion, pour atténuer les aspects les plus dramatiques de la condition d'être naturellement pauvre. Il y a une autre grande fabrique de l'appauvrissement qui crée des appauvris. Et c'est la conception de l'inégalité des êtres humains vis-à-vis de la vie. Et donc vis-à-vis des droits à la vie. L'inégalité signifie que c'est dans les faits naturels qu'il y a des gens plus intelligents. C'est dans les faits naturels qu'il y a des gens en meilleure santé. C'est dans les faits naturels qu'il y a des gens qui sont volitifs. C'est d'ailleurs dans les faits naturels qu'on sélectionne, que les gens sont l'un contre l'autre, qu'on essaie de dominer, qu'on essaie d'être plus puissant. Et pour être plus puissant, il faut être plus riche, c'est-à-dire pouvoir la possibilité d'acheter. On reviendra dans quelques secondes sur cette question, qu'on est puissant si on est riche, parce qu'on a un pouvoir d'achat qu'on peut acheter, avec lequel on peut acheter la vie. Et alors, c'est pour cela qu'on dit, oui, tu peux prétendre des choses. En principe, on te donnera les conditions, mais il n'y a pas moyen. Pourquoi? Parce que tout dans la vie a un coût. Et alors, il faut être capable d'avoir une capacité de couvrir le coût. Tu veux effectivement avoir accès à l'eau, mais te porter l'eau à la maison coûte. Donc, il faut un coût. Donc, il faut couvrir un coût. Donc, il faut couvrir le coût à travers les prix. Donc, il faut avoir un prix. Donc, il faut avoir un prix qui rémunère ceux qui ont produit les infrastructures, les services pour que tu aies l'eau. Et donc, on ne peut pas te donner l'égalité. Tu pourras les payer parce que tu as un pouvoir d'achat plus élevé. Tu ne pourras pas les payer et donc tu n'auras pas peut-être en quantité, en qualité, la même eau que l'autre. C'est
le printemps québécois, les étudiants ont compris quoi? Partant d'idées de frais de scolarité, ont compris une chose fondamentale. Et c'est pour cela qu'ils sont devenus de plus en plus acharnés et beaucoup plus volontaireux et de plus en plus unis. C'est que le problème n'était pas l'augmentation des frais de scolarité. Le problème, ils ont compris que c'était qu'ils n'avaient pas tous également le droit à l'éducation. Et c'est ça que c'est le printemps québécois a été la révolte des jeunes générations contre un système qui dit tu es inégal vis-à-vis à la vie. Tu es inégal vis-à-vis au droit à la vie. Et en revanche, à partir du moment où la société dit tu es inégal dans ta capacité d'accumulation de richesses, ben, tu ne peux pas avoir accès aux biens et aux services essentiels et insubstituables à la vie. Non seulement dans la même quantité et qualité des autres qui sont riches et qui ont un pouvoir d'achat, mais en absolu. Et c'est là que la fabrique, la deuxième grande fabrique, se base sur le principe de l'accumulation. Accumuler pour pouvoir vivre. Accumuler pour pouvoir acheter les formes de vie. C'est l'économie capitaliste de marché pure. Parce que l'économie capitaliste de marché se fonde sur le principe d'accumulation du capital qui te permet d'avoir la capacité de disposer des ressources qui peuvent être traduites en biens et services qui sont fondamentaux et essentiels pour ta vie. Et donc, encore le principe d'accumulation, un principe individualisé. Ce n'est pas la société de concevoir, mettre à disposition, garantir, sécuriser l'accès à tout le monde à la richesse collective qui est la vie. Non. C'est à chaque individu de s'inscrire dans la logique de l'accumulation pour pouvoir être en mesure d'avoir accès à la vie. Et ceux qui sont incapables, et alors on revient à la première fabrique, qui ont montré qu'ils ne veulent pas être dans la logique, ou ne peuvent pas être dans la logique d'accumulation, sont exclus. Alors là, l'exclusion devient la mère de tous les appauvrissements. Ce n'est pas tellement, même si c'est fondamental, ce n'est pas tellement l'appauvrissement monétaire, ce n'est pas seulement l'appauvrissement financier, matériel. L'appauvrissement, la logique d'appauvrissement est fondée sur l'exclusion de l'égalité à la vie. L'appauvrissement, c'est une machine d'exclusion. Et c'est l'exclusion sociale, politique, de genre, l'exclusion religieuse, il y a l'exclusion ethnique, il y a l'exclusion d'âge, il y a l'exclusion de vision de ce qui est l'autre. Et il y a la grande exclusion fondamentale, que l'autre est différent de moi, donc n'est pas moi. Et de ce point de vue, il n'a pas les mêmes droits que moi. Et c'est ainsi qu'on arrive à la troisième grande fabrique des processus d'appauvrissement, créateur d'appauvris. Et c'est la fabrique de l'injustice. Il est juste que moi, inégal, capable, volitive, compétitive, mâle, riche, jeune, en bonne santé, etc., il est juste que je puisse participer, parce que je participerai davantage à la redistribution de richesse, parce que je participe à la définition et à la production de la richesse. Et alors, richesse matérielle ou richesse immatérielle. Et l'injustice est basée sur le fait qu'on ne produit pas, ni on ne distribue pas, ni on réutilise pas la richesse matérielle et immatérielle d'une société en fonction du droit à la vie de tout le monde, mais en fonction de la participation
à la production de la richesse matérielle et immatérielle. Pas tellement la redistribution. Alors c'est moi, par exemple, que je suis un entrepreneur innovant et que j'ai fait maintenant pour Coca-Cola des procédés productifs pour diminuer l'usage de 20% d'eau, diminuer de 20% l'usage de l'eau pour faire les bouteilles de Coca-Cola, que j'ai droit que Coca-Cola, qui gagnera grâce à ça, me donne un salaire très élevé. Alors que pour pouvoir Coca-Cola continuer à avoir des taux de retour sur les investissements pour ces boissons face aux produits, les boissons en Inde plutôt qu'en New York, qu'elle donne à ceux qui peuvent acheter les boissons une redistribution de la richesse à ceux qui lui permettent de devenir riches et de maintenir un niveau d'accumulation de la richesse financière, notamment, élevé. Et c'est pour cela qu'alors, je ne peux pas même te donner un salaire minimal. Je peux accepter après de grandes luttes sociales. Et en effet, nos sociétés ont accepté un peu le revenu minimal, ou un salaire minimal, ou un revenu de base, ou un revenu d'existence, comme on appelle. Mais après plus de 100 ans de lutte. Mais ils ne peuvent pas accepter une limite au salaire maximal. Et ils n'accepteront jamais. N'attendez jamais que les détenteurs de capitaux accepteront un principe d'un revenu maximal. Parce que justement, la production de la richesse est plus importante que la redistribution de la richesse. Et c'est pour ça que les politiques de redistribution de revenus sont fondamentales, mais ce n'est pas suffisantes. Quatrième fabrique, j'en termine, est tout le système de nos sociétés actuelles qui ont inventé théoriquement, politiquement, idéologiquement, économiquement, technologiquement, le système de prédation de la vie. Notre système, depuis notamment 40 ans, est de plus en plus marqué par le principe de la prédation. Soit de type financier, soit de type naturel. Et on le constate. Un exemple particulier, on l'a vu, l'accaparement des terres africaines dont tout le monde, à juste titre, parle. La finance spéculative qui produit richesse qui n'en est pas une et qui fait spéculation sur les prix du blé, du riz, qui va faire la spéculation sur la laisse-faire, sur l'eau. Les dominants sont des prédateurs. Jamais on a eu dans notre histoire des classes dirigeantes aussi prédatrices que les actuelles. Jamais. Et c'est pour cela qu'ils ont inventé un tas de systèmes, dont le dernier est la monétarisation de la vie. Pour m'expliquer rapidement, jusqu'à présent, si vous prenez par exemple l'eau, on vous dit, on a privatisé, on a marchandisé, mais les services hydriques. Et jusqu'à présent, ils disaient, mais non, on n'a jamais marchandisé l'eau. L'eau est toujours la ressource, don de Dieu, un bien commun. Ce que tu me payes, c'est les services que je te donne. De potabilisation, de captage, d'épuration, de traitement des eaux usées. Tu me payes les services. Et on a marchandisé, privatisé les services hydriques, mais pas l'eau. Eh bien, depuis 2002 à Johannesburg, et maintenant confirmé à Rio +20, c'est juin, du 3e sommet mondial de la Terre, eh bien, les États, les dominants, ont réussi à faire accepter la monétarisation de la vie, et en particulier la monétarisation de l'eau. Alors, il y a l'Ofswater de Grande-Bretagne, qui depuis 5 ans travaille sur la théorie de la monétarisation de l'eau. C'est-à-dire quoi? Signifie que maintenant, on est en train d'essayer de calculer la valeur monétaire marchande de l'eau du Saint-Laurent en comparaison à l'eau du Rhône.
m'a mesuré l'eau du lac Saint-Pierre en comparaison du lac Owen aux États-Unis ou du lac de Garda en Italie. Et ils sont en train d'essayer de donner une valeur économique, monétaire, aux nappes phréatiques. Et de dire l'aquifère Guarani vaut plus que l'aquifère du lac Baïkal. Et pourquoi ça? Encore un exemple. Et il y a une pression. Parce que si les eaux de l'aquifère Guarani valent X en comparaison du lac Baïkal, étant donné que maintenant, toutes les grandes sociétés utilisatrices d'eau, mais également du sol, mais également des semences, mais également des gènes, veulent imposer l'idée qu'ils peuvent acheter en bulk. Donc, Coca-Cola veut savoir s'il est mieux qu'elle achète des milliards de mètres cubes d'eau du lac Baïkal ou bien de l'aquifère Guarani. Mais s'il n'y a pas une monétarisation de l'eau, une monétarisation des semences, une monétarisation des arbres, ils ne peuvent pas le faire. La monétarisation de la vie est en train de devenir la dernière étape de la logique d'appauvrissement du monde qui se traduit par un vol d'humanité, un vol de futur. Proudhon avait dit que la propriété privée est un vol. Il avait dit en 1848. Au XXIe siècle, nous devons dire que le système de monétarisation de la vie qu'ils sont en train de mettre en place est un vol global de l'histoire de l'humanité. Et je crois que c'est là que commence alors effectivement la lutte pour la déclaration de l'illégalité de la pauvreté. Tout ce que je viens de vous dire se traduit ensuite par des instruments d'appauvrissement. Ce sont les lois, ce sont des institutions, ce sont des pratiques sociales et collectives. Et permettez-moi de terminer avec quelques exemples de comment effectivement la bataille alors contre l'appauvrissement, c'est au fait la bataille contre l'enrichissement inégal, injuste et prédateur. La question de l'appauvrissement n'est pas tellement l'appauvrissement. La question, c'est l'enrichissement. Et si je peux revenir à des terminologies un peu du passé, le problème n'est pas la pauvreté. Le problème est la richesse. Et plus vous avez une société injuste, qui, même si elle est très très riche, elle produira l'appauvrissement. Il ne faut pas être une société pauvre pour produire de l'appauvrissement. Et ça, c'est fondamental. Et contre toutes ces thèses balivernes qui nous disent « tu veux lutter contre la pauvreté, tu dois devenir riche ». Tu veux lutter contre la pauvreté d'un pays, que les pays deviennent de plus en plus riches grâce à une croissance économique, etc. Que donc la croissance et la richesse serait la solution à la croissance de l'appauvrissement. C'est tout faux. Et alors, lutter contre les lois. Et je vous donne un exemple. Nous, en Italie, ce 17 octobre, on lancera une proposition aux citoyens italiens, parce qu'on a fait le lancement officiel de la campagne déclarant illégale la pauvreté maintenant le 8 septembre. Et Jacques Larossière du collectif de Québec sans pauvreté était avec nous à Florence du lancement de cette campagne. Nous, on va proposer toute une série immédiatement d'actions d'ici 2-3 ans, visant par exemple à abroger, mettre hors la loi, les facteurs financiers de l'accroissement de l'appauvrissement. Et je termine. Non, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, le tableau avec la présentation de Ricardo? Alors, évidemment, je ne parle pas en italien, mais c'est la synthèse de cette campagne dont Ricardo parle, déclarer illégale la pauvreté. Cette synthèse-là, ben, pour l'instant, est en italien, mais on a commandé déjà la traduction française. Donc, si je comprends bien, parce que, encore une fois, je ne suis pas italien, il y a des champs d'action
des champs d'action qui sont la démocratie, la justice économique et sociale et la question de la citoyenneté. Il y a des choses à mettre hors la loi, à mettre illégales au niveau des lois, au niveau des institutions, au niveau des pratiques sociales et collectives. C'est bien ça? C'est bien ça. Et, par exemple, au niveau des lois, ben, je sais que tu connais bien ce tableau-là, donc il n'y a pas de problème. Tu parlais des lois. Un exemple de loi en Italie, par exemple. Oui, qui concerne tout l'aspect financier et qui est l'axe de la justice économique et sociale. C'est la loi italienne qui permet légitimement à une entreprise d'aller localiser son siège social dans des paradis fiscaux. Et qui déclare quand cette société dit je veux localiser mon siège social en dehors de l'Italie dans des paradis fiscaux, par exemple, pour ne pas la mentionner, c'est la compagnie Vodafone. La compagnie Vodafone International n'est pas localisée son siège social à Londres, à Rome, à Paris, c'est dans les îles Caïmans. Et la société Vodafone déclare ainsi officiellement je ne veux pas payer les taxes dans tous les pays où je produis la richesse. Et ça, c'est la cause, une des causes principales de l'accroissement de l'appauvrissement. C'est là qu'on appauvrit. Alors on va essayer d'abroger cette loi italienne. Une deuxième loi, et puis je m'arrête. Non, ben peut-être sur le plan des institutions. Oui, par exemple, sur le plan des institutions, en Italie, on va abroger la loi qui a ratifié les traités de Maastricht de l'Union européenne qui établit que la Banque centrale européenne est politiquement indépendante des institutions politiques de l'Europe. Vous savez, nous avons la seule banque au monde, centrale au monde, qui est politiquement indépendante. Légalement, il est écrit politiquement indépendante, alors que la Federal Reserve Bank des États-Unis est autonome. Elle n'est pas politiquement indépendante. Elle doit faire rapport au Congrès des États-Unis. La Banque centrale européenne ne doit pas informer le Parlement européen. Elle peut décider toutes les politiques qu'elle veut. Le Parlement européen, qui représente 500 millions d'habitants, n'a aucune voix au chapitre. Alors nous voulons, en Italie, puisque c'est en Italie, éliminer cette loi qui est légale, qui permet la légitimité de la Banque centrale européenne d'être indépendant. Et ces processus d'appauvrissement, c'est au comble du paradoxe, l'Union européenne vient de recevoir le prix Nobel. C'est dégoûtant. Le prix Nobel de la paix. C'est dégoûtant. En tant qu'Européen, je suis honteux. C'est honteux que l'Union européenne reçoive le prix Nobel de la paix. J'ai proposé déjà par un article en Italie que le prochain détenteur primé du prix Nobel de la paix soit M. Poutine. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Là, c'est incroyable. Voilà donc des lois. Et troisième, peut-être... Oui, les pratiques sociales et collectives. Oui. La politique sociale, on va faire une campagne qui s'appelle « Le riche et méritant, le pauvre et coupable ». Alors, on va lancer toute une série d'initiatives, de programmes, d'interventions pour essayer de démolir affectueusement dans la tête des gens l'idée que le riche est méritant et que le pauvre est coupable. Voilà un peu des exemples de ça. Et nous... Qu'est-ce qu'on fait au Québec maintenant? Alors, ça, c'est à toi que je dois le demander. Parce que moi, j'aimerais bien que ce soit confirmé l'idée qu'en 2013, on puisse élargir votre travail de Québec sans pauvreté et de l'élargir l'idée déclarant illégale la pauvreté aussi au Québec. Et pour en arriver en 2018, hein? En 2018? Ah, alors, ça, c'est très important. Mais il m'avait tellement terrorisé à être court que Ricardo. J'ai essayé de ne pas dire tout. Et maintenant, il veut que je dise tout. C'est formidable. C'est formidable. Alors, non, tout l'objectif de la campagne qu'on voudrait faire, donc en Italie, au Québec, en Belgique, en Argentine, dans l'État de Bahia au Brésil, au Maroc, en Malaisie et en Indonésie. Ce sont les pays dans lesquels on a une série d'organisations qui ont manifesté
l'envie de vouloir appliquer cette campagne déclarant illégale la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'en 2018, on voudrait avoir des expériences concrètes, montrer que déclarer illégale la pauvreté est non seulement un beau rêve, mais que c'est possible, c'est au contraire urgent. Une utopie réalisable. Exactement, une utopie réalisable. Arriver en 2018 à obtenir une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies affirmant que les Nations unies s'engagent dans chaque pays à mettre hors la loi les facteurs structurels de l'appauvrissement et de la pauvreté.